Et merci en effet à tous et toutes d'être là ce soir, nombreuses et nombreuses. Ça me fait très plaisir parce que je suis une locale de l'étape, donc je suis d'autant plus contente qu'il y ait des gens présents à une conférence que je fais pas loin de chez moi. Je vais commencer par une citation de Virginia Woolf. Car les chefs-d'œuvre ne naissent pas isolés et solitaires. Ils sont le fruit de nombreuses années à penser en commun, à penser par le corps des gens, de sorte que l'expérience de la masse est derrière la voix solitaire. C'est en relisant donc le texte de Virginia Woolf dans sa nouvelle traduction par Marie Dariussec, parue en 2020, que j'ai retrouvé cette citation que je trouve particulièrement adaptée à notre propos ce soir. Virginia Woolf, comme beaucoup de choses qu'elle a dites, donc, avait déjà résumé l'entièreté de mon propos dans cette phrase. Et je trouve que justement, invité à venir parler devant vous par le nouveau Musée national de Monaco, c'est exactement ce qui convient. L'exposition Tremblement le montre, les artistes ne sont pas des génies isolés. L'expérience de masse, c'est-à-dire l'expérience politique, donc je reprends le terme de Virginia Woolf, l'expérience de masse qui est derrière la voix solitaire, l'expérience politique, le social derrière le destin individuel et ce qui se cache dans l'histoire de l'art telle qu'elle est traditionnellement racontée, le contexte affectivo-politique, les liens entre les unes et les autres, penser en commun, penser par le corps. Il n'y a pas de meilleur programme pour rendre compte d'un art politique queer, ce que je vais essayer de vous décrire ce soir. D'un corps à l'autre, je passe de Virginia Woolf à Donna Haraway, qui écrit « Je défends une vue depuis un corps toujours complexe, contradictoire, structuré et structurant, contre la vue de survol, depuis nulle part, depuis la simplicité. » Ici, Haraway, qui est une importante théoricienne féministe, dont vous avez certainement croisé déjà les écrits, une théoricienne qui vient de l'histoire des sciences, et ce n'est vraiment pas quelque chose qui est anecdotique dans son parcours. Elle se fait la porte-voix d'une tradition féministe matérialiste d'incarnation de l'expérience humaine. Pour Haraway, cette expérience humaine est toujours située, c'est-à-dire qu'elle n'est pas abstraite d'une expérience précise et subjective incarnée. Il n'y a pas de vue qu'on puisse exprimer en dehors de cette expérience incarnée. Donc vous voyez déjà où je veux en venir. Quand on parle de ce point de vue situé, incarné, qui n'est pas abstrait, on élimine déjà tout un pan de la pensée, des écrits académiques, des textes classiques sur l'histoire de l'art qui se veut universel, celle qui écrit que le sujet écrivant est complètement séparé de son sujet d'étude. Donna Haraway dit à peu près l'inverse. Cette tradition féministe matérialiste m'importe d'autant plus qu'elle a donné naissance à l'histoire de l'art féministe, représentée par des noms aussi connus ou pas, malheureusement peut-être pas assez connus, que Linda Nochlin, Griselda Pollock, Tamar Garb, Brownie Fair, dont deux ont été mes professeurs à Londres. Cette histoire de l'art féministe, elle étudie les conditions culturelles d'apparition des œuvres d'art. Vous connaissez certainement le texte de Linda Nochlin de 1971, « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ?» Il est très souvent cité, et en effet, il rapporte très bien l'impossibilité matérielle de l'existence des femmes artistes à l'époque qu'elle décrit, et ce qui mine l'histoire de l'art officiel, c'est-à-dire la pépite d'or du génie. À partir du moment où on cherche la pépite d'or du génie, on arrête de regarder la réalité de l'histoire sociale. Les écrits des historiennes de l'art féministe mettent en tension l'individualité de la création et la question collective qui sous-tend cette question politique. C'est vraiment cette tension qui a animé la recherche qui a précédé le livre auquel Benjamin faisait référence. Et surtout, cette tension entre individualité de la création et question collective a animé mes questionnements personnels de galeriste et de collaboratrice d'artistes avant même que la recherche ait lieu. Donc mon point de vue situé, c'est le point de vue de quelqu'un qui travaille depuis maintenant pas loin de 20 ans auprès des artistes.
Vous savez que la difficulté de penser l'art et la politique ensemble se heurte à la question de la propagande, à la question de l'art utilisé par ses propres intérêts par le pouvoir politique. Les historiennes de l'art féministe, et déjà Virginia Woolf avant elle, nous permettent de penser ce rapport art et politique par l'histoire sociale et pas par celle du pouvoir politique. Comme le dit Griselda Pollock, les stories, c'est-à-dire les anecdotes, c'est ce qui importe, c'est pas la grande histoire avec un grand H, celle qu'elle appelle l'histoire de l'homme illustré. Elle a dit donc que l'histoire de l'art, c'était l'histoire de l'homme illustré. Et je lisais d'ailleurs encore aujourd'hui, je relisais dans le livre de Virginia Woolf, comment Virginia Woolf dit qu'elle échangerait tous ses écrits sur Napoléon, tous ses écrits qui détaillent les vies des grands hommes pour n'importe quel récit de la vie d'une personne, d'une vendeuse d'un magasin, et donc toute cette histoire sociale des femmes qui n'avait pas été écrite à l'époque où elle parle. En racontant les engagements politiques et affectifs des artistes, on peut donc avoir accès au contenu politique des œuvres sans qu'elles-mêmes ne le disent de façon évidente. C'est donc une approche qui va tout à fait à l'encontre d'une histoire de l'art héroïque qui serait racontée comme une suite d'inventions formelles, intuitives. Vous savez qu'on parle souvent de l'inspiration qui vient aux artistes, de l'inspiration géniale, de cette espèce d'idée qui vient d'en haut ou du plus bas, je ne sais pas, mais qui vient de l'extérieur, comme révélée, en fait, sans rapport avec les vies des artistes. L'histoire de l'art féministe et ce dont je parle dans le livre, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire comment ces engagements politiques et affectifs qui ont été ceux des artistes, comment leur rapport au genre et aux sexualités a été une des choses saillantes qui permet de raconter autre chose dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Regarder cette histoire de l'art récente par le prisme du genre, ça permet de créer des lignées qui sont bien différentes de celles qui parcourent traditionnellement le siècle, des lignées qui mettent au défi les divisions par médium, la liste des génies isolés, ou bien même l'impossibilité d'une écriture féminine qui pourrait être universelle. J'emprunte ce concept de lignée à Geneviève Fraisse, qui est une philosophe féministe. Elle explique que sans un travail généalogique de construction personnelle et un travail collectif d'archivage, finalement, notre culture est volée. Il y a donc une importance de la construction subjective des lignées. Et la phrase de Félix González Torres que j'ai reproduite ici le dit également, d'un point de vue tout à fait différent. Qui va définir ma culture? Ce n'est pas juste Borges et Garcia Marquez, mais aussi Gertrude Stein et Freud et Guy Debord. Ils font tous partie de ma formation. Avec Geneviève Fraisse, justement, je me suis intéressée au passage à l'universel. C'est-à-dire que nos cultures féministes, queer, ne vont pas remplacer une culture universaliste qui se voudrait neutre, mais au contraire, elles vont détruire le principe de cet universalisme et elles peuvent passer à l'universel par un travail militant historique. Comme donc vous l'avez noté, le titre du livre fait référence à une esthétique de l'émancipation. Et pour parler de cette esthétique de l'émancipation, j'avais d'abord pensé à ce qui, pour moi, était partout, qui était plutôt une esthétique de la domination. C'est-à-dire, pour citer la penseuse américaine Sarah Schulman, la gentrification des esprits. La gentrification des esprits, c'est l'effort capitaliste de défaire les liens, les connexions, de présenter les œuvres d'art comme abstraites de tout contexte, d'empêcher les identifications alternatives à une histoire de l'art qui serait par défaut hétérosexuelle et blanche. Et cisgenre, si on veut ajouter ça. Ce livre s'essaie donc à une critique d'une histoire de l'art qui gentrifie les artistes. Et pour moi, c'est un phénomène qui est relativement similaire à la gentrification urbaine, qui fait disparaître du paysage des pans entiers d'histoire minoritaire pour faciliter un commerce générique, générateur de profit, type ouverture de chaînes, valorisation immobilière, etc. Donc la méthode que j'ai adoptée dans ce livre,
c'est un travail de remontée dans l'histoire pour définir un art queer, non pas parce que je pense qu'il serait aujourd'hui, mais plutôt par l'étude de ses précurseurs dans l'histoire du XXe siècle, et donc de définir l'émancipation à partir des œuvres et des connexions qu'on peut faire entre elles. L'idée aussi n'était pas de partir de la domination, et là aussi c'est un travail intellectuel que je dois à Geneviève Fraisse, c'est qu'elle m'a expliqué qu'on pouvait s'épuiser à démonter la domination. On n'en a jamais fini de parler de la domination, mais pendant qu'on parle de la domination, on ne parle pas de ce qui peut faire émancipation. On perd du temps. Donc comment sortir de cette domination et comment aller chercher des modèles positifs pour créer ces lignées vers l'émancipation. Donc définir un art queer à travers cette remontée dans l'histoire. D'abord, il faut qu'on s'entende un peu sur les mots. Donc, qu'est-ce que c'est que queer ? Queer, comme vous le savez certainement, c'est une insulte. En anglais, c'est une insulte, au départ, qui a été réappropriée par des personnes discriminées en raison de leur apparence ou de leurs habitudes sexuelles qualifiées de déviantes par rapport à une norme. Les mouvements queer sont nés au moment du sida, et dès l'origine, ce sont des mouvements anarchistes, anticapitalistes, antiracistes, qui puissent dans une tradition de lutte d'émancipation féministe et homosexuelle. J'ai passé beaucoup de temps là dans l'introduction pour vous parler de féminisme parce que les questions queer sont indéniablement liées aux questions féministes. Et pour moi, aujourd'hui, si on arrive à parler de questions queer peut-être plus facilement qu'avant, je pense qu'il ne faut pas qu'elles sortent trop de rapport avec le féminisme qui les rattache à l'histoire politique. Donc cette méthode, c'était l'idée de laisser résonner les artistes, leurs écrits, leurs œuvres, pour définir ce que l'art queer a en commun dans cette histoire des affects politiques. Donc d'abord, ce qu'il n'est pas, ce que l'art queer n'est pas, c'est une identité essentialiste. Enfin, ce à quoi il ne fait pas référence, c'est une identité essentialiste. Le penseur américain David Halperin explique que queer désigne ainsi tout ce qui est en désaccord avec le normal, le dominant, le légitime. Il n'y a rien de spécifique auquel il se réfère nécessairement. C'est une identité sans essence. C'est à partir de la position marginale occupée par le sujet queer qu'il devient possible d'apercevoir une multiplicité de perspectives pour repenser les relations entre les comportements sexuels, les identités érotiques, les constructions de genre, les formes de savoir, les régimes de l'énonciation, les logiques de la représentation, les modes de construction de soi et les pratiques communautaires. C'est-à-dire pour réinventer les relations entre le pouvoir, la vérité et le désir. Donc vous voyez, c'est un programme extrêmement large que nous propose David Halperin dans son livre Saint-Foucault. Et à partir de ce programme, j'ai cherché dans l'histoire de l'art ces points communs entre des artistes qui étaient éloignés dans le temps et dans l'espace, non pas forcément des artistes qui avaient des liens entre eux et elles, pour essayer de comprendre ce qui annonçait cette position subjective queer qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc j'ai défini 7 points dans le livre qui recoupent une critique de la façon dont l'histoire de l'art classique s'est construite sur des processus de domination et sur ces processus de domination qui ont invisibilisé les femmes, les non-blancs, les non-hétérosexuels, les non-bourgeois, les non-valides, afin donc de définir cette fameuse esthétique de l'émancipation. Donc, un des points principaux donc, de cette formation, donc, de cet art queer dont je parle dans le livre, c'est le rapport au collectif. Je l'ai dit en introduction en citant Virginia Woolf, les œuvres d'art n'existent que parce qu'elles sont le projet, bien sûr, des artistes, mais aussi de leur milieu, leur contexte, les idées politiques dans lesquelles il et elle se trouvent, et d'un travail collectif qui a été toujours celui de l'histoire de l'art. À ce propos, dans le livre, je prends comme exemple le travail de Claude Cahun et Marcel Moore,
Claude Cahun, qui est une artiste que vous avez certainement déjà croisée dans les livres d'histoire de l'art, dans les expositions, qui est une artiste qui a été redécouverte dans les années 90. Hein. C'est une artiste donc du début du XXe siècle, qui a été active à peu près entre 1920 et 1950, et qui a été finalement... dont le travail n'est pas apparu tel quel au moment de sa vie. Je m'explique. Donc le travail de photographie qu'on a vu depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années ou trentaine d'années maintenant dans les expositions, ce travail photographique n'a jamais été produit à l'époque pour être montré tel quel. Pour différentes raisons, la photographie n'était pas encore considérée comme un art qui méritait forcément l'exposition. Par ailleurs, ces photographies donc, étaient produites à deux avec sa compagne qui s'appelle Marcelle Moore. Ces photographies étaient le fondement, était la base de collages qui étaient réalisés pour illustrer les écrits de Claude Cahun, qui était surtout vue comme une écrivaine à l'époque. Et donc vous voyez à gauche sur l'image un des collages réalisés par Claude Cahun et Marcelle Moore pour l'illustration du volume Avenon Avenue, qui montre donc voilà, ces différentes photographies collées, ces différents visages de Claude Cahun découpés et collés et assemblés. Donc ce qui est très intéressant dans le cas Claude Cahun, c'est que l'histoire de l'art nous fait croire que Claude Cahun est une artiste des années 20, photographe, etc. Et donc en cherchant pas très loin, parce que c'est des choses qui sont tout à fait connues des historiens et historiennes de l'art, on s'aperçoit que Claude Cahun n'a pas été de son vivant cette artiste-là. Elle a fait partie de quelques expositions des objets surréalistes. Elle a exposé un objet dans une de ces expositions-là. Elle n'était pas du tout vue comme une artiste. Et surtout, ce que Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard ont démontré, c'est que l'histoire de l'art a modifié finalement sa biographie pour ne pas faire de son duo avec Marcelle Moore, de ce couple de femmes, l'artiste en fait. C'est-à-dire que l'artiste devait forcément rester une personne. On ne pouvait pas considérer le duo de femmes comme... ce duo de femmes ne pouvait pas rentrer dans l'histoire de l'art tel quel. Donc ça pose la question de qui est l'objet, qui est le sujet de l'art, que devient le génie à cet endroit-là, comment l'histoire de l'art essaie de recréer du génie là où ce couple de femmes très clairement n'a pas pour ambition de rentrer dans cette histoire de l'art des génies. Et puis, ce que Catherine Gonard et Elisabeth Lebovici ont aussi souligné, c'est que ce travail était destiné à un public d'abord intime, des cercles intimes, des cercles de femmes, et donc déjouer aussi ce rapport à un spectateur masculin. C'est le cas d'autres artistes dans cette lignée que j'ai essayé de définir dans le livre, c'est que nombreux artistes dans cette lignée remettent en question la place centrale du spectateur masculin, blanc, hétérosexuel et valide et bourgeois dans l'histoire de l'art. Les historiennes de l'art féministes ont montré que l'histoire de l'art avait été écrite plutôt de ce point de vue dominant, et que contrer ce qu'on a appelé à la suite de Laura Mulvey le male gaze, c'était pas si facile de le faire rentrer ça dans l'histoire de l'art officielle. Et donc finalement la création de ce female gaze, si on veut le dire avec des mots qui ont été employés récemment, sont relativement récentes dans l'histoire de l'art et surtout ne sont pas très soutenues, montrées, valorisées. Donc des artistes, parmi les artistes dont je parle dans le livre, qui ont remis en jeu cette place majeure des spectateurs masculins, on peut penser à Yvonne Rainer, qui est une artiste d'abord chorégraphe, danseuse, une des pionnières donc, de la danse contemporaine,
co-créatrice du Judson Church Group, avec donc Simone Forti, et qui, à partir des années 70, fait essentiellement des films, qui devient une réalisatrice, et dont il me semble que le travail est encore largement sous-estimé dans son rapport notamment au minimalisme et à la théorie du minimalisme. Dans un film de 1974 qui s'intitule Film About a Woman Who, elle travaille une écriture minimaliste, féministe, qui, à mon sens, est une vraie écriture féminine, si on veut employer les mots des années 70, c'est-à-dire qui mettent en jeu une subjectivité de femmes, et de femmes qui, à ce moment-là, n'est pas encore revendiquée lesbienne, mais qui l'est très peu de temps après. Voilà, je vous montre un petit extrait parce que c'est vrai que c'est quand même mieux quand on parle de film d'avoir un très court extrait, mais comme vous le voyez, le film est disponible sur YouTube, donc je vous enjoins, si vous ne le connaissez pas, à aller le voir. Je reviens à ma présentation, excusez-moi. Voilà. Donc ce qui est très clair dans cet extrait que je vous ai montré, c'est qu'elle utilise des procédés narratifs qui sont les procédés du film essai de l'époque, à la fois des procédés minimalistes, voilà, c'est ce cadrage sur un paysage très calme, cette petite musique classique, et cette surimpression de pensée comme une espèce de stream of consciousness, puisque j'ai commencé avec Virginia Woolf, de pensées qui sont des pensées à la fois qui parlent de violence conjugale, qui parlent de désir hétérosexuel, qui parlent de sexualité, qui parlent de tout ce que le minimalisme n'est pas censé être. Et justement, moi, c'est ce qui m'intéressait dans le livre, c'est d'aller chercher ces figures qui troublent notre vision historique de ces mouvements qui ont été racontés surtout comme des mouvements de sculpture, des mouvements masculins, des mouvements de neutralité. Et donc, qu'est-ce que ces femmes, en l'occurrence, là, Yvonne Rainer, font à cette théorie du minimalisme? Donc, là, dans cette présentation, j'essaie de construire par thème, donc je suis désolée si je passe un peu rapidement d'un thème à l'autre, mais l'idée est aussi que je fasse une présentation un peu rapide et qu'on puisse discuter peut-être plus précisément après. Une troisième idée qui me paraissait très importante pour la construction de cette lignée, et c'est la définition de l'art queer, c'est le fait que cet art queer transgresse l'idéologie des mouvements constitués une fois pour toutes. C'est ce que j'ai commencé à vous dire avec Yvonne Rainer, qui vient de la danse, qui fait du film, qui se réclame du minimalisme. On connaît son texte No Manifesto, qui est vraiment un texte du minimalisme et en même temps qui rentre souvent, qu'on voit reproduit dans les anthologies, mais un peu comme une excuse de ne pas mettre plus de femmes dans l'anthologie. Donc tout ça, évidemment, pose question. Moi, ce qui m'a posé question, finalement, depuis un regard à la fois finalement de galeriste et aussi de quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'art en faisant les recherches pour ce livre, c'était que le fait de penser en termes de mouvement était une façon aussi d'appauvrir les contextes. Alors évidemment, ça aide à se faire une idée de l'histoire de l'art finalement longue. Enfin, en pensant par mouvement, on peut décrire, par exemple, le XXe siècle. Mais c'est vrai que, finalement, en pensant par mouvement, on exclut aussi celles qui ne sont pas tout à fait dans le mouvement. On exclut certains mouvements qui ne sont pas tout à fait des mouvements parce qu'ils n'ont pas été suffisamment défendus, ils n'ont pas eu les critiques qui les ont portés, ils n'ont pas eu des artistes avec un succès suffisant. Donc, finalement, l'art queer nous permet de repenser cette façon de raconter l'histoire de l'art comme une succession de mouvements. À ce sujet, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de revenir sur le travail de Robert Morris et dans son rapport avec
une autre artiste qui s'appelle Linda Benglis. Donc leur relation à deux, qui était une relation amicale, assez proche. Ils enseignaient ensemble à New York. À la fin des années 60, début des années 70. Et Robert Morris, comme vous le savez certainement, est un artiste qui a fait partie de ces artistes du high minimalism, qui ont été très soutenus par quelqu'un comme Rosalind Krauss, qui est une des critiques états-uniennes qui a défini le minimalisme. Et donc Rosalind Krauss parle du minimalisme comme étant un art sans auteur, un art qui réside dans l'œil du spectateur, donc elle s'inspire beaucoup de la phénoménologie, de la façon dont on se place dans l'espace pour observer les œuvres. Donc dans le livre, je suis revenue sur d'autres écrits plus minoritaires dans l'histoire de l'art, comme un texte d'Anna Sitchave, qui est une historienne de l'art états-unienne, et qui a écrit un texte pour expliquer que, par exemple, une pièce comme ceci de Robert Morris, qui a été très très commentée par Rosalind Krauss, peut trouver sa source dans la iBox de 1962. Donc c'est I qui est donc l'ego de l'artiste, le jeu en anglais, qui recèle donc une photo de l'artiste nu. Donc on passe de ces sculptures soi-disant sans auteur à, si on regarde l'œuvre précédente de Robert Morris, le portrait de l'artiste nu. Et si on regarde même ce que faisait Robert Morris juste avant, Robert Morris était à l'époque le compagnon de Simone Forti, et donc il faisait les décors, les accessoires pour les pièces chorégraphiques de Simone Forti. Donc on comprend que ces sculptures minimalistes sont devenues dans l'histoire de l'art quelque chose qu'elles n'étaient pas tout à fait à l'origine. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans le livre, c'est de revenir sur le travail, la petite histoire. Encore une fois, je reparle de ces petites histoires de Griselda Pollock, l'anecdote du travail de Robert Morris et de Linda Benglis à l'époque, qui se lancent comme défi d'avoir l'affiche la plus macho pour annoncer leurs expositions personnelles en galerie. Donc on voit ce portrait de Robert Morris, pour avoir lu de nombreuses interviews de Robert Morris dans lesquels il était revenu sur ce portrait. Il a à peu près dit tout et n'importe quoi pour éviter le sujet principal du portrait, qui est quand même une esthétique gay, très claire, très, très gay macho, avec ses chaînes, ce bracelet, ce casque qui rappelle donc les SS, enfin une esthétique quand même assez particulière. Donc à cette esthétique-là, Linda Benglis a répondu en 74 avec deux portraits, donc un portrait donc avec cette voiture de sport, et puis un portrait donc nu, pris en photo, donc une photographie d'Annie Leibovitz, donc où elle reprend finalement l'image de l'odalisque très classique de l'histoire de l'art, et ça devient le portrait de l'artiste. Donc elle met en tension cette image de la muse, cette image du sujet de l'art, et cette image du sujet actif de l'art qui est donc l'artiste. Il y a évidemment beaucoup à dire sur ces images, et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler plus. Et j'en viens donc à ce pourquoi Linda Benglis est pour moi une des artistes très précurseurs de l'art queer, c'est qu'elle affirme une place du corps sexué et sexuel dans l'art. Et donc j'ai appelé ça salir le white cube, c'est-à-dire à ce moment où le white cube devient une norme dans l'art et dans la présentation des œuvres d'art contemporains, et avec le minimalisme, Linda Benglis donc publie cette photo donc en novembre 1974 dans Art Forum, qui est donc la revue de la critique d'art très importante à l'époque, toujours aujourd'hui, mais particulièrement à l'époque. Cette image a été très mal interprétée, non seulement par je sais même pas si elle a été interprétée par le public, puisqu'elle a été arrachée dans de nombreux exemplaires d'Art Forum. Par exemple, si vous allez à la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, vous ne pouvez pas voir cette image, car dans l'exemplaire de la bibliothèque l'exemplaire de la bibliothèque Kandinsky, l'image a été arrachée. Dans beaucoup d'exemplaires, l'image a été arrachée, donc cette image a été, en fait, je pense, assez peu vue à l'époque. Donc elle a fait scandale, et notamment elle a fait scandale à l'intérieur même de la rédaction d'Art Forum,
Forum, puisqu'elle a abouti à au fait que plusieurs rédacteurs, rédactrices du journal, du magazine ont quitté la revue à l'époque. Rosalind Krauss, Annette Michelson sont partis en disant que cette image était contraire aux principes féministes et ont monté quelques années plus tard la revue October, qui est à peu près l'inverse de Art Forum. Art Forum, c'est une revue glossy, très colorée, avec beaucoup d'images, beaucoup de publicité. Et la revue October, c'est noir et blanc, très protestant, très, très différent. Le projet de Linda Benglis avec cette image, c'était finalement, pour moi, quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus tard dans les débats féministes, donc dans les années 80, et les débats d'idées entre féministes et les guerres de représentation de l'époque, où en fait une certaine partie des féministes américaines, c'est une histoire assez américaine finalement, puisqu'en France on n'a malheureusement pas eu ces débats et je pense que ça nous a beaucoup manqué. Donc aux États-Unis, les féministes radicales ont considéré que toute la pornographie, toute l'industrie du sexe était forcément une industrie qui dominait le corps des femmes et que pour cela elle devait être absolument bannie. Et à l'inverse, les féministes qu'on a dit pro-sexe ont expliqué qu'on pouvait tout à fait utiliser, dans une perspective féministe, la sexualité, qu'on pouvait avoir une sexualité hors des chemins consacrés, que la question de la pénétration n'était pas une question qu'il fallait laisser aux hommes, etc. Et donc Linda Benglis, quand elle fait cette image en 1974, elle est extrêmement, à mon sens, en avance sur son temps et sur les propos féministes qui auront lieu presque 10 ans plus tard. Ce qu'elle dit finalement, c'est qu'elle anime une image de l'artiste pute, de l'artiste, et elle le dit très clairement à l'époque, elle explique que pour elle, le travail d'artiste, c'est un travail qui peut, à certains endroits, être celui aussi des travailleuses du sexe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se vendre, il faut savoir se vendre. Et donc, son idée, c'est d'avoir une double page dans Art Forum, comme on peut avoir une double page de nu dans des magazines pornographiques. Donc, elle veut faire cette analogie, et c'est pas du tout une pub pour une exposition, c'est une intervention artistique qui a été donc assez, a priori, pas du tout comprise à l'époque, et je pense qu'il a contribué au fait que encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même si je pense que le travail de Linda Benglis est aujourd'hui quand même beaucoup plus vu, a quand même marqué un coup d'arrêt à sa carrière. En tout cas, évidemment, elle n'a jamais bénéficié de l'intérêt des critiques qu'ont pu bénéficier les gens de la même génération parmi les artistes américains. Donc, comme je vous le disais, l'art queer et non seulement est pro-sexe, alors quelques images des œuvres de Linda Benglis parce que ça fait toujours plaisir de les voir et de les montrer. Depuis cette position pro-sexe, l'artiste, la lignée d'artistes dont je parle dans le livre, sont des artistes qui s'engagent dans les luttes pour l'émancipation à partir donc de leur position marginale, d'artistes ou bien donc de minorités sexuelles. C'est le cas, donc je parlais tout à l'heure de Claude Cahun et Marcel Moore, qui donc auraient, alors là c'est évidemment un débat d'historiens qui serait intéressant d'avoir avec des spécialistes, mais qui auraient contribué à une des premières revues militantes pour les droits des personnes, alors à l'époque on ne disait pas LGBT, donc le magazine, la première revue s'appelait Inversion, on disait les personnes inverties, et Claude Cahun aurait milité pour le second titre, l'amitié, qu'elle trouvait plus approprié que ce terme d'inversion. Il y a eu 4 numéros en tout qui ont évidemment été censurés, saisis, donc ce qui explique pourquoi ça a été, c'est pas du tout une histoire qui est très connue. Mais les textes, quand on lit, donc ils ont été entièrement reproduits. Si vous lisez les textes qui sont dans Inversion et dans l'amitié, ce sont des textes qui sont d'une actualité absolument confondante. Et donc, dès les années 24-25, cette
engagement des artistes dans la volonté de promouvoir d'autres modes de vie est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, puisqu'on retrouve cet engagement tout au long de l'histoire du XXe siècle. Là, ce sont des reproductions donc, du magazine, de la revue du Phare, hein, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire, dont étaient proches un certain nombre d'artistes. Et je passe beaucoup de temps dans le livre à parler de Michel Journiac, qui n'était pas membre du Phare. Michel Journiac était plus âgé que les membres du Phare, mais il voyait avec beaucoup d'attention et il suivait avec beaucoup de bienveillance le travail des militants du Phare. Il a même joué donc, dans le film de Lionel Soukaz et Guy Hockengeb qui s'appelle Ras Dep, que vous avez peut-être vu, je pense, en tout cas jusqu'à peu de temps, il était disponible sur YouTube, donc on peut le regarder. Et donc Michel Journiac joue dans le film. Il joue un officier SS dans un épisode qui est lié à Magnus Hirschfeld, si je me souviens bien. Je crois que c'est le 3e épisode. Donc Michel Journiac faisait partie de ces compagnons de route des mouvements de libération homosexuelle. C'est un artiste peut-être dont vous avez déjà entendu parler, qui a été un des pionniers de la performance en France, qui a promu finalement la transformation des galeries, des lieux d'art dans des lieux de rituels, à la fois de rituels républicains. Il a organisé des élections dans des galeries, de rituels religieux. C'est quelqu'un qui est passé par le séminaire, donc il a fait cette fameuse messe pour un corps qui était encore montrée il y a peu de temps à Paris, et ce qui est très marquant dans la messe pour un corps. Donc, la messe pour un corps, donc il organise une messe dans une galerie, à la galerie de Templon, je crois, la première. Et en fait, quand on regarde le film, c'est extrêmement sérieux. Donc, personne ne rigole, c'est pas du tout quelque chose qu'il fait au 2e degré. Il fait très sérieusement une messe avec donc des hosties qui sont faites avec son sang. Donc il y a tout ce rapport charnel qui est réintroduit dans la galerie et qui passe par ces questions de rituels, et notamment de rituels religieux. Là, vous avez une image du vernissage de Piège pour un travesti. Donc là encore, il a organisé donc un spectacle de travesti dans une galerie au début des années 70. Le travail de Journiac a toujours été extrêmement politique, donc ce travail avec le drapeau, la référence au putain inconnu plutôt qu'au soldat inconnu. Donc là encore, cette question d'être pro-sexe, de parler de sexualité dans les lieux d'art, de parler de ces positions anecdotiques dans la société marginale. Et puis cette action érotico-patriotique qui est quelque chose qui est assez peu montré dans le travail de Journiac, mais qui est vraiment très explicitement une performance à caractère sexuel. Donc, qui a eu lieu dans une galerie qui, à l'époque, était une galerie d'art érotique qui se trouvait à Paris en 79. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon, on va passer... oui. Journiac a aussi accompagné les questions de lutte contre le sida à partir des années 80 et a relu en fait tout son travail sur le sang à partir de tout le travail qui était fait par les militants, notamment les militants d'ACT UP. Mais comme vous voyez par la date de ces images, il était assez précurseur là aussi, puisque l'action de marquage date de 1983 et ACT UP n'est fondé qu'en 1987 à New York, il me semble. Une des autres grandes parties du livre concerne la désidentification, c'est-à-dire que finalement, ces artistes qui partent de positions marginales proposent non pas d'aller dans ce qui est attendu d'eux en termes d'identité, c'est-à-dire, donc je vais prendre comme exemple le travail de Félix González Torres, qui est un artiste d'origine cubaine, vivant à New York dans les années 80-90. Il est assez vite, il apprend qu'il est séropositif, puis atteint du sida, et donc dans un livre très important, malheureusement non traduit en français, l'historien de l'art José Esteban Muñoz explique que Félix González Torres s'est désidentifié de son travail d'artiste non blanc, d'artiste homosexuel, c'est-à-dire qu'il aurait pu être invité dans les lieux d'art en tant que représentant
de toutes ces minorités. Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'est utiliser justement tous les motifs, les stratégies de l'art conceptuel et minimal pour non seulement pour être comme une sorte de passager clandestin dans ces lieux d'art universels, mais aussi pour parler à ce qu'on a pu appeler un contre-public, c'est-à-dire un public concerné, un public de ces différentes communautés auxquelles il appartenait, qui comprenait en creux ce qu'il racontait dans ses œuvres, mais en même temps, les œuvres pouvaient tout à fait passer dans un milieu de l'art non connaisseur de ces problématiques pour des œuvres d'art tout à fait neutre, en tout cas ne parlant pas de ces sujets dits spécifiques. Donc une de ses œuvres, donc cette Untitled qui date de 1991, ces grandes affiches disséminées à New York à l'époque et qui montrent donc des lits défaits avec des marques de tête sur l'oreiller, donc qui à l'époque évidemment dans les communautés homosexuelles fait référence à la crise du sida, à l'absence, à la mort des personnes autour de soi et qui, par ailleurs, se fondaient dans la ville, probablement comme pouvaient passer tout à fait inaperçus. De la même façon, l'Untitled Go-Go Dancing Platform était une façon de faire rentrer dans l'espace d'exposition la danse performée par des corps qui n'étaient pas blancs, la culture de clubs et des clubs latinos de l'époque dans un monde de l'art qui évidemment n'était pas tout à fait au courant de ce genre de pratique. Ce qui est très intéressant, donc, c'est que malgré donc, tout ce qui nous paraît évident quand on regarde ces images ou quand je vous en parle de ces images de González Torres, aujourd'hui, donc quand je vous parlais de gentrification des esprits ou de gentrification de l'art ou de ces différentes façons de faire disparaître les contextes et les cultures, c'est que le travail de González Torres aujourd'hui est vendu notamment par ses galeries, par la Fondation González Torres, en dissimulant, en minimisant le rapport à la crise du sida, aux identités minoritaires qui existent dans son travail. J'en ai fait l'expérience dans le livre, puisque pour avoir le droit de reproduire les œuvres de González Torres, vous devez envoyer un extrait du texte à la Fondation González Torres. Et la Fondation González Torres a essayé de nous faire changer le texte en disant qu'il fallait qu'on arrête de parler de González Torres comme un artiste homosexuel, séropositif, puis malade du sida, puisque lui-même ne voulait pas être présenté comme ça. Et donc on a dû avoir une discussion avec la Fondation González Torres en expliquant que, certes, il ne s'agissait pas de ne le présenter que comme ça, que pour autant, ça existait dans le travail et que tout le but du livre était de parler de ça et pas juste de parler de sa façon, pour parler stratégie, de son entrisme dans le monde de l'art de l'époque. Voilà. Enfin, lié à cette question de désidentification, un des éléments très importants de cet art queer, c'est le fait de reprendre le pouvoir de nommer, de gagner la bataille de la représentation, c'est-à-dire de ne pas laisser un discours s'exercer sur soi, mais depuis une approche minoritaire, de pouvoir créer ses propres représentations. Et pour moi, c'est évidemment là où toute l'importance de ce que j'ai écrit est pour moi le plus crucial. C'est que si moi, on peut porter avec la galerie ou moi, à titre personnel, dans ce livre, quelque chose de collectif, c'est aussi de montrer que d'autres représentations sont possibles et que l'histoire de l'art n'est pas figée et que tout ça est encore évidemment toujours en mouvement. Gagner la bataille de la représentation, ça fait référence à quelque chose de très précis. C'est le moment, donc on arrive au moment au moment de la naissance de ces mouvements queer, qui est la crise du sida. Et dans le livre, j'en parle à travers, donc un petit peu comme je vous ai dit, à travers Journiac, mais surtout à travers un groupe d'activistes culturels
qui s'appelle Boy Girl with Arms Akimbo, qui est un groupe de San Francisco, qui naît donc en 1989, après l'annulation de la grande rétrospective Mapplethorpe, qui doit avoir lieu à la Corcoran Gallery de Washington, D.C. En fait, la directrice de la Corcoran Gallery, parce qu'il y a des discours politiques qui commencent à dire que la culture, les lieux de culture américains vont être, leurs subventions vont être coupées s'ils montrent des artistes déviants, enfin en tout cas qui représentent des choses déviantes. Cette directrice donc de la Corcoran Gallery annule l'exposition Mapplethorpe, et de l'autre côté des États-Unis, donc sur la côte ouest, un groupe de militants qui sont d'abord des militants d'ACT UP, à un endroit où Mapplethorpe a eu beaucoup d'influence, puisqu'il y a une exposition Mapplethorpe quelques années avant, et une exposition notamment où on a montré le portfolio X. Bon, je ne peux pas revenir là-dessus, parce que ça fait une trop grande digression, mais pour celles qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir les images du portfolio X sur Internet. Ces artistes, activistes, historiennes de l'art se regroupent et disent puisque on ne veut pas montrer les images de nos sexualités, nous allons les montrer dans la rue. Et donc ils font plusieurs campagnes d'affichage. Sex is Just Sex, c'est à peu près 2000 affiches qui sont disséminées dans San Francisco. Donc c'est un groupe anonyme, c'est un groupe copyleft, donc tout le monde peut se saisir de ces représentations, tout le monde peut les afficher. Donc on voit ces affiches circuler aux États-Unis, on va en trouver sur le campus de Yale. À chaque fois, elles vont être évidemment arrachées. Mais le fait que ce soit copyleft et que ce soit donc dans un moment pré-internet fait que ce travail activiste a été complètement perdu. Et donc là, ça fait partie de la recherche primaire que j'ai produite pour le livre. C'était d'aller aux archives GLBT de San Francisco pour retrouver les affiches de Akimbo. Donc sex is just sex, dire quelque chose de la sexualité en disant juste du sexe, c'est juste du sexe. Sex is le sexe, c'est avec un point, sous-entendu finalement les sexualités existent, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce qui va au-delà de votre imagination. Donc l'idée c'était sous ces deux slogans de reproduire un très grand nombre d'images de tout type. Alors j'en ai pas plus dans cette présentation, mais il y avait donc là ce sont les images en haut d'une photographe lesbienne, mais il y avait des images qui étaient de la région de San Francisco, il y avait des images qui étaient récupérées de la presse, il y avait des images de Mapplethorpe, il y avait des images de livres scientifiques sur la sexualité. Donc tout ça pour expliquer, en tout cas c'est une volonté pédagogique mais aussi artistique de juste disséminer comme ça des images qui montrent des sexualités diversifiées, puisque le terrain politique à l'époque était évidemment très défavorable à la diversité des sexualités. On accusait les personnes homosexuelles d'avoir le sida, par leur comportement entre guillemets déviant, que cette contagion se fasse plus grande, de la contamination à grande échelle, etc., etc. Ils ont fait donc elles ont fait une deuxième campagne qui s'appelait Safe Unsafe, dans laquelle ils ont commandé différentes images de donc ce qu'on appelait à l'époque le safe sex, donc le sexe protégé, et ils l'ont mis en parallèle avec ce qu'ils appelaient être unsafe, c'est-à-dire les discours politiques qui condamnaient ces sexualités déviantes et qui finalement empêchaient les discours scientifiques sur le fait de se protéger et de ne pas se contaminer. Voilà, ces dernières images sont des images qu'ils ont, il et elle à l'époque, ont réalisées pour cette campagne Safe Unsafe dans l'espace public états-unien. Voilà, désolée, j'étais un peu rapide sur la fin, mais je voulais laisser du temps à la discussion.